Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir d'ITV. Célébration de la fête de Ashura ou Tamkharit, la communauté Lébou de Thiaroye perpétue la tradition, concurrent sur l'achat du plus grand bœuf caravane dans toutes les ingrédients sont réunis pour passer une bonne fête. Lutte contre l'immigration irrégulière, l'État met en place une stratégie nationale pour lutter contre ce problème. L'approche se veut globale et durable et s'articule autour de 5 axes. À Agnam Tchodaï, des femmes s'opposent à l'affectation de la sage-femme du poste de santé de leur localité. Ces dernières ne veulent rien entendre et interpellent le chef de l'État. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Concurrence sur l'achat du plus gros bœuf caravane dans la communauté Lébou de Thiaroye fait vivre la tradition à l'occasion de la célébration de la fête de Ashura ou Tamkharit, un spectacle bien apprécié par les habitants. Alioune Sow et Mafalfal. Une caravane de jeunes accompagnés de bœufs rythmés par des chants et danses, c'est dans cette atmosphère que la population de Thiaroye-sur-Mer vit la Tamkharit, une tradition dans cette localité. C'est une tradition et ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe partout à Thiaroye. Le bœuf que vous voyez là, nous l'avons acheté à 1 700 000, les deux autres à 2 700 000. 3 bœufs, le nombre acheté par Santiaba, un achat dû à une bonne organisation. Nous sommes des jeunes et nous avons une petite caisse. Chaque dimanche, nous nous regroupons pour cotiser et à chaque Tamkharit, nous prenons cette somme pour acheter des bœufs. Une festivité encadrée par la municipalité, le maire de la commune a apporté cette année une nouvelle donne. Nous avons subventionné pratiquement tous les peintres à Thiaroye-sur-Mer à raison de 100 000, 50 000 par peigne. Ils sont nombreux, mais c'est une première. Nous nous sommes dit qu'il fallait qu'aujourd'hui qu'on s'y implique, mais véritablement nous voulons en faire une compétition, une carnaval à Thiaroye-sur-Mer. La Tamkharit, fêtée de façon traditionnelle à Thiaroye-sur-Mer, pendant cette fête religieuse, les différentes cours de cette commune se côtoient dans une grande ambiance. Alioune Sow, restons dans le cadre de la célébration de la fête de Ashura, le couscous, communément appelé tiéré, est le plat habituellement préparé par les familles. Les restaurants également s'y mettent. Changement de menu. L'événement oblige selon les gérants. C'est un reportage signé Sabel Olivier Diagne. La Tamkharit au Sénégal est associée au couscous ou tiéré en wolof pour le dîner. Et pour ce jour, un menu spécial oblige dans certains restaurants de Dakar. Dans ce restaurant-ci, au Point E, ce changement est déjà effectif. En fait, nous préparons le tiéré bassé, comme on le fait à la maison. Oui, d'habitude ici, chaque vendredi, il y a des clients qui viennent ici pour acheter du tiéré. Non, chaque vendredi, on prépare ça. Chaque vendredi, les clients réclament ça. Par contre, pas trop, mais on aura des commandes comme tous les vendredis. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Cette cuisinière, vêtue d'un tablier et d'un foulard à la tête, a l'habitude de préparer le couscous le jour de la Tamkharit. Elle s'apprête à servir ses clients. J'ai l'habitude de préparer du couscous parce que c'est le menu pour chaque vendredi. On a déjà 30 commandes et c'est déjà beaucoup. On a fini notre travail. Maintenant, c'est à la serveuse de faire le reste.
La fête de la Tamkharit célébrée ce jeudi avec comme plat spécial le couscous. Les restaurants de la capitale sont obligés de se conformer pour satisfaire la clientèle. Loin de la célébration de la fête de Tamkharit, le Sénégal se dote pour la première fois d'une stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. Il s'agit d'un plan décennal 2023-2033. Élaboré en 18 mois pour lutter efficacement contre ce problème. L'approche se veut globale et durable selon le gouvernement. Il s'articule autour de 5 axes, dont la prévention, l'emploi des jeunes, la répression des trafiquants et la sensibilisation. Amadou Barry. Cette stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière validée ce jeudi est un plan qui a impliqué experts et tous les acteurs concernés. Venu présider la cérémonie de lancement, le Premier ministre a fait le plaidoyer pour un effort commun afin de faire face à ce fléau d'une actualité brûlante. La lutte contre l'immigration clandestine est un effort collectif qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la société. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement propice au développement, à la stabilité et à la prospérité, et ainsi dissuader les jeunes de risquer leur vie dans des migrations irrégulières. Dans la croisade contre le phénomène, l'auto sécuritaire ne suffit plus, diagnostiquent les autorités. Au-delà de nombreuses initiatives prises par les gouvernants, un travail sociologique s'impose, a ajouté le chef du gouvernement. Les familles aussi ont un rôle clé dans la prévention de l'immigration clandestine, notamment en encourageant des choix responsables pour les jeunes. Les parents doivent offrir un soutien émotionnel à leurs enfants pour les aider à faire face aux difficultés et aux frustrations susceptibles d'influencer leur décision de migrer clandestinement. Ce plan décennal fait un diagnostic sans complaisance des causes profondes de la migration clandestine, selon le ministre de l'Intérieur. Mieux vaut prévenir que de guérir. Et ce n'est pas une fatalité que d'observer des jeunes prendre la route maritime. Tout cela a été étudié et minutieusement étudié. Et des solutions ont été proposées et leur mise en œuvre, à notre avis, on n'en doute point. L'objectif à terme de cette stratégie, c'est la baisse drastique de la migration clandestine, sachant que la migration légale, elle, va continuer à se perpétuer par les autorités. Amadou Barry. Le ministre de l'Intérieur donne des assurances sur la pérennité de la stratégie nationale de lutte contre l'immigration clandestine. Selon Antoine Félix Diome, elle a été élaborée pour les générations à venir sans tenir en compte le calendrier électoral. Nous l'écoutons. On dit souvent des hommes politiques qu'ils pensent à la prochaine élection, là où les hommes d'État pensent aux prochaines générations. Quand on est un homme d'État, on pense aux prochaines générations. Quand on est un homme politique, on pense à la prochaine élection. Le président Macky Sall, au-delà d'être un homme politique, est un homme d'État. Il pense aux prochaines générations. C'est pourquoi il nous a déjà laissé comme legs le plan Sénégal émergent, dont on sait que l'horizon est en 2035. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres à moins penser aux élections et à mieux penser aux générations futures, telles que le président Macky Sall le fait. Point de situation sur l'accident survenu à Nguensar. Il ne reste plus que 5 corps sur les 23 au niveau de l'hôpital régional de Louga. Le directeur régional de la santé de Louga informe que les autres corps ont été identifiés et récupérés par leur famille. Les patients sont stables d'après le docteur Cheikh Sadibou Senghor. Nous l'écoutons, il est ici au micro de notre correspondant permanent à Louga, Sékou Diallo. D'abord, par rapport à la gestion des corps sans vie, il y a eu une bonne évolution parce que hier, jusqu'à 21h, on était à 18 qui ont été identifiés. Ce matin, tous les 22 corps ont été déjà identifiés. Et parmi ces 22 corps, donc, il y en avait 11 qui étaient au niveau de 4 mosquées réparties. Tous ces corps, certains ont été déjà repris par leurs parents. Donc, pour les corps qui restaient, il ne restait que 2 corps au niveau des mosquées. Parce que c'est hier que le camion frigorifique de la PN est arrivé pour mieux conserver
sauver en tout cas ces corps. Donc aujourd'hui, on est à 5 corps qui restent au niveau et de la morgue de l'hôpital, mais également au niveau des mosquées. Donc ça veut dire qu'en tout cas, l'ensemble de ces 5 corps sont aujourd'hui au niveau de ce camion frigorifique. Par rapport aux blessés, on a fait le point ce matin. Donc l'ensemble des patients ont été stabilisés. Au niveau de la chirurgie, il y avait 4 patients qui étaient en chirurgie. Donc les 2 patients sont sortis parce que stables pour être hospitalisés au niveau des services de surveillance. Donc il ne reste que 2 actuellement au niveau du bloc opératoire, au niveau de la chirurgie. Donc pour Saint-Louis, hier on parlait de 11 cas qui étaient partis à Saint-Louis. Donc sur les 11 cas, pratiquement les 8 sont revenus au niveau de l'hôpital Abdou Sakhir Mbaye de Louga parce qu'ils étaient juste partis pour un scanner et ils sont revenus. Donc les patients qui ont été stabilisés au mieux également sont revenus. Donc pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis, il ne reste que 2 patients. Justement après ce tragique accident, la rédaction d'ITV s'intéresse à l'état des bus. Certains conducteurs estiment que la plupart des bus sont vieux. Il est même difficile de leur trouver des pièces de rechange. Ces derniers n'ont pas manqué de pointer du doigt le comportement de leurs collègues. Ils l'ont dit dans ce reportage que nous propose Aïssatou Kane. Ce sont des chauffeurs et apprentis de bus très remontés que nous avons retrouvés au parking de Grand Médine. Contrairement à l'avis du gouvernement, Mbaye Thiam, conducteur de bus depuis 47 ans, estime qu'un bus peut être exploité plus de 10 ans. Ce n'est pas la solution. Mon père a conduit un bus durant 40 ans sans souci. La solution est de moderniser les bus et que les chauffeurs soient bien formés afin d'éviter les accidents. Un bus qui fait 70 places ne peut pas être bien géré si le conducteur ne perçoit même pas un bon salaire. Aux HLM Grand Yoff, le conducteur de l'horaire Dakar-Kolda renseigne que le problème de pièces de rechange ne se pose même pas. Les pannes arrivent souvent, rien à voir avec les chocs. Nous arrivons à avoir des pièces de rechange sans souci. Quant à l'interdiction des voyages nocturnes et à la diminution des bagages, Mbaye Thiam s'y conforme scrupuleusement. Nous respectons les mesures. À minuit, on s'arrête pour repartir vers 5 h du matin. Nous avons diminué les bagages, ce n'est plus comme avant. Pourtant, leurs collègues apprentis fustigent le comportement de certains chauffeurs. Les bus âgés ne doivent plus circuler. Les chauffeurs doivent se respecter et se donner plus de considération sur la route. Suite à l'accident tragique d'un bus à Louga ce mercredi qui a entraîné le décès de 24 personnes, se posent à nouveau des interrogations quant à l'efficacité des mesures et restrictions mises en place par le gouvernement sur la sécurité des transports en commun. Aïssatou Kane, après les acteurs, la parole aux citoyens lambda. Certains imputent la faute à l'État du Sénégal, mais pour d'autres, les clients et les conducteurs sont responsables des accidents. Au garage Bignona, des bus trouvés sur place, les chauffeurs et apprentis discutent ensemble. Le débat tourne autour du choc qui a eu lieu hier à Ngunsar sur la route de Louga. Ce monsieur qui fréquente le garage a une explication sur la surcharge dans les bus. Récemment, il y avait un accident sur cette route. On en a parlé 1-2 fois et puis c'est fini. C'est vrai que les chauffeurs font parfois des erreurs. Mais l'État aussi doit être beaucoup plus strict sur ses décisions. Les contrôles sur les routes ne sont pas du tout sérieux. Je demande aux propriétaires de bus de mettre les chauffeurs dans de bonnes conditions. Les clients ont aussi leur part de responsabilité. Certains voyagent avec leurs enfants sans pour autant avoir une place assise, nous dit ce chauffeur de bus. Le problème, c'est les clients. Ils refusent de payer le ticket à leurs enfants. Ils préfèrent les mettre sur leurs genoux ou les donner à quelqu'un d'autre. Mais nous ne faisons pas de surcharge depuis qu'ils nous ont demandé d'éliminer les Versailles.
Pour ce coxeur, il est difficile pour certains de trouver un bus, raison pour laquelle ils n'hésitent pas à sauter sur le premier véhicule, même si c'est rempli. La responsabilité est partagée. Il y a des endroits reculés où c'est très difficile de trouver un bus. Ce qui fait que quand tu vois un véhicule, tu es pressé de partir. Surcharge ou pas, tu le prends. Du coup, je dis que le surnombre dans le bus incombe de la responsabilité des chauffeurs et des clients. Une vingtaine de vies perdues hier à cause de la surcharge, un phénomène qui résiste au temps malgré les mesures prises par l'État. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis dénoncent la dette de plus de 4 milliards de francs CFA que l'État doit aux repreneurs des restaurants universitaires. Selon eux, il n'est pas question d'ouvrir l'université tant que la dette n'est pas épongée. Souleymane Diallo est un membre de la commission sociale des étudiants. Il est ici au micro de Momar Alisnian et de Mokhtar Seck. En octobre 2021, l'université a repoussé son ouverture, a retardé les activités pédagogiques pour une dette d'1 milliard envers les repreneurs. Mais tenez-vous bien, actuellement, à l'heure où je vous parle, l'État a une dette de plus de 4 milliards 600 millions envers ces mêmes repreneurs des restaurants universitaires. C'est l'un des endroits au niveau des restaurants universitaires que les étudiants fréquentent 3 fois par jour. Donc, à cet effet, il est plus qu'important que les étudiants de l'université Gaston Berger puissent être mis dans de très bonnes conditions, notamment au niveau de la restauration. Mais ce que nous considérons comme un acte de sabotage en premier, c'est que, figurez-vous, pour une année budgétaire, les restaurants universitaires n'ont qu'une prévision de 4 mois. C'est-à-dire que pour 4 mois, il y a une prévision pour les restaurants universitaires. Et pour le reste de l'année, nous sommes obligés en interne de faire du colmatage pour que les restaurants universitaires puissent fonctionner correctement. C'est le président de la République, M. Macky Sall, que nous interpellons directement face à cette situation-là. Parce qu'il faut le dire, à un moment donné, en tant que représentants d'étudiants, nous serons obligés de prendre nos responsabilités et de dire que tant à servir aux étudiants des plats qui ne sont pas de très bonne qualité, autant ne pas servir ces étudiants-là. Je pense que nous nous dirigeons vers les vacances et que la question de la dette, nous n'accepterons pas que les universités, surtout l'université Gaston Berger de Saint-Louis, puissent réouvrir ses portes tant que cette question n'est pas définitivement réglée. Je le disais en titre, des femmes de Agnam Tchodaï s'opposent à l'affectation de la sage-femme du poste de santé de leur localité. Elles dénoncent également le fait que la structure est restée 3 mois sans infirmier chef de poste. Ces dernières interpellent le chef de l'État, Amadou Mardiallo. Port de brassard rouge, pancarte à la main, les femmes de Agnam Tchodaï ont manifesté leur colère. Suite à l'affectation de la sage-femme du poste de santé de la dite localité, ces femmes se sont constituées en bouclier pour protester contre le départ de cette dernière. Toutes les femmes de Agnam Tchodaï ici présentes, exhortons aux autorités de laisser notre sage-femme ici présente et ils veulent amener notre sage-femme. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons que Mariama reste. Les femmes de Tchodaï veulent que Mariama reste ici jusqu'à une date ultérieure. Tchodaï na umbi yo Mariam Heddo. Tchodaï na umbi yo Mariam Heddo. Autre information de taille, la structure sanitaire de la localité est restée 3 mois sans un infirmier chef de poste. Le chef de poste a travaillé ici pendant 33 ans. Il est en retraite depuis 3 mois, mais maintenant il vient de partir. Nous n'avons pas de chef de poste et ils veulent encore amener Mariama. Nous ne sommes pas d'accord. Suite au départ de ces agents clés du poste de santé, ces femmes de Agnam Tchodaï invitent l'État à trouver des solutions à leurs préoccupations. Lancement des travaux du port de Ndayane. Le directeur général du port autonome de Dakar a supervisé les travaux de démolition de certaines maisons qui occupaient le site. 83 propriétaires ont été indemnisés. Ils ont reçu près de 2 milliards de francs CFA sur un budget de 15 milliards prévu par les autorités. C'est ce que nous dit Babacar Seck. La libération des emprises sur le site du port de Ndayane a démarré avec la démolition des maisons sur la façade maritime. Un budget de 15 milliards est prévu pour l'indemnisation totale du projet. Nous avons remis pour 2 milliards des chèques aux personnes impactées qui consacrent 83 concessions pour lesquelles la démolition a démarré aujourd'hui. C'est un principe d'indemnisation juste, préalable et équitable. Le projet tient son agenda.
Vous voyez bien, c'est un spectacle de maisons en façade maritime, de piscines vidées de leur contenu, avec un environnement apaisé et une adhésion des personnes. Elles ont au préalable déménagé entièrement. Des maisons du projet ont été mises en place pour accompagner les populations dans le processus d'indemnisation. Nous avons développé une ingénierie sociale. Les 4 communes, principalement, ou localités impactées par le projet, notamment Dias, Yen, Toubab Dialao et Ndayan, nous avons des maisons du projet avec des jeunes de ces quartiers-là qui opèrent au programme de communication, de sensibilisation pour rassurer les gens sur les processus et aussi accompagner les gens à avoir des documents en règle pour qu'ils puissent prétendre à l'indemnisation. Les occupants du domaine national et du domaine public maritime ont bénéficié d'un accompagnement social. Il n'y a pas d'indemnisation qui est prévue, mais par la suite, compte tenu quand même des exigences sociales, on a jugé nécessaire de proposer un accompagnement social pour alléger un peu les pertes et en tout cas permettre au PAP de pouvoir avoir une indemnisation pour pouvoir déménager et avoir quelque chose quelque part. Pour rappel, les travaux du port multifonctionnel d'Ndayan vont durer 48 mois et seront livrés le 1er avril 2027. Comment la presse doit s'adapter face à l'évolution technologique? EGICOM, École supérieure de journalisme, des médias, de l'internet et de communication, a publié une étude en ce sens, s'adapter et continuer à respecter les règles d'éthique et de déontologie pour se démarquer des youtubeurs et influenceurs. Le plaidoyer est fait par les acteurs. Ami Diouf. Le journalisme sans Internet n'est plus possible au XXIe siècle. C'est pourquoi une étude a été faite par les GICOM sur l'impact des technologies à la pratique du journalisme. C'est une étude qui portait sur l'impact de l'Internet sur la pratique du journalisme aujourd'hui, sur l'environnement de la presse sénégalaise actuelle. Et c'est une étude qui a combiné plusieurs méthodes, parce qu'elle a réuni alors des chercheurs, donc des académiciens, et puis des journalistes. Ça renseigne sur la pratique actuelle, les conditions dans lesquelles le journalisme s'effectue aujourd'hui au Sénégal à l'ère d'Internet, et ça permet donc de donner des données, des renseignements, des éléments d'information, d'appréciation sur les conditions d'effectuation de ce travail. Désormais, les journalistes partagent leur métier avec des internautes, raison pour laquelle le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal demande aux confrères de se démarquer. Aujourd'hui, Internet est là, ce qu'on appelle de manière générale la presse numérique. On pense que la presse traditionnelle est appelée à mourir, ou que non, le journalisme a tout son avenir devant lui, pourvu que les professionnels qui pratiquent ce journalisme-là puissent séparer la bonne graine de l'ivraie. Aujourd'hui, nous avons ce que les Nations Unies appellent une pollution informationnelle. Il y a tellement d'informations que nous recevons même à la minute près qui fait qu'il y a beaucoup de désinformation. Et la désinformation, c'est quelque chose qui est voulu. Donc il faut que nous, les professionnels, nous soyons très regardants. Le métier de journalisme, de plus en plus menacé avec ces progrès technologiques, les journalistes s'efforcent de trouver la bonne information, ajoute-t-il. À travers la formation, parce que nous mettons en avant d'abord la pédagogie, mais quand ça se doit, nous sanctionnons, parce que nous sommes là, entre guillemets, comme les gendarmes, des bonnes pratiques en matière de journalisme. Mais nous faisons beaucoup dans la formation, que ce soit les journalistes, que ce soit même les techniciens des médias. Le journalisme à l'ère du numérique, la radio digitalisée, la télé connectée qui donne plus d'opportunités et d'interactivité, des progrès qui doivent aider les professionnels de l'information, mais l'adaptation devient un impératif, d'après ces spécialistes. Signature d'un partenariat entre le Maersk Line et Orange Money, c'est pour mettre fin au délai de paiement lié au transport maritime. C'est également une occasion de célébrer la digitalisation des paiements au sein de Maersk Line grâce au service Orange Money. Cheikh Tidiane Sarr est le directeur de Orange Money et Khoudia Diop, directrice de Maersk Line Sénégal. Je vous propose de les écouter. C'était une cérémonie entre Maersk Sénégal et Orange Money Sénégal qui consacre la signature d'un partenariat. Ce partenariat-là va permettre à tout l'écosystème des acteurs autour du transport maritime
et des activités portuaires, de pouvoir payer de manière digitale à tout instant, à n'importe quelle heure, et surtout avec sécurité, confiance et confort. Donc c'est extrêmement important. Nous avons entendu beaucoup d'audio sur WhatsApp, des vidéos qui circulent sur la douleur que les clients vivaient pour payer. Et Maersk, qui a vraiment ce souci du client et du confort des clients, a demandé à travailler avec nous. Et ils ont fait confiance à Orange Money pour les accompagner à créer cette solution-là. On était là aujourd'hui pour célébrer le lancement de nos paiements digitaux, donc la digitalisation de nos paiements via le service Orange Money. C'est un grand jour pour nous parce que Maersk est très porté technologie, très porté services en ligne. Online services, donc on a toujours été les pionniers pour ces activités. Donc ça, c'était juste une étape obligatoire. Donc la digitalisation, c'est vraiment incontournable de nos jours et nous remercions notre partenaire Orange Finance via le service Orange Money. Ça n'a pas été facile, c'est un projet qui a pris du temps. Et puis, le deuxième forum Russie-Afrique, le Sénégal tient son stand au sein du pavillon Afrique. Les autorités veulent vendre la destination Sénégal et attirer plus d'investisseurs. Ils veulent également faire de notre pays la porte d'entrée de la Fédération russe. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial en Russie, Sekou Sidi. Ce forum est une opportunité pour le Sénégal qui doit se faire une place importante sur le marché russe. Le secteur privé sénégalais, qui est très bien représenté ici à Saint-Pétersbourg, envisage de rencontrer plusieurs investisseurs. Pour que la relation, le pont que nous voulons établir entre la Russie et le Sénégal évolue, il est important que l'on ait des partenaires. Et là, cette année, nous sommes très heureux de dire que nous allons signer 5 conventions. Le Sénégal, c'est 18 millions. La Russie, c'est 130 millions. Donc forcément, nous ne pouvons pas commencer à tout de suite gérer la Russie, mais il y a plus de 50 républiques autonomes et zones autonomes dans la Fédération de Russie. Donc chaque fois que nous faisons un accord avec eux, nous nous rapprochons la Russie de l'Afrique de l'Ouest et pour nous, ça c'est un objectif capital. Baïdi Demba Diop, secrétaire chargé des formations à l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, entend rencontrer plusieurs partenaires pour renforcer le Sénégal en équipement et en formation. Aujourd'hui, nous avons des télescopes, mais en termes de nombre d'outils, de nombre d'instruments pour la promotion de la culture scientifique, on a encore des choses à faire. Et dans le domaine donc de la coopération avec la Russie, nous pensons qu'il serait possible d'améliorer notre équipement, mais aussi d'améliorer notre formation. À côté du stand du Sénégal, plusieurs autres entreprises privées et publiques de pays africains exposent leurs activités. Toutes ont le même objectif, attirer plus d'investisseurs dans leurs pays respectifs. Dear foreign participants, the plenary session is starting. Et puis ce communiqué donc, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation République du Niger, la CEDEAO. Dans le communiqué, suit donc avec préoccupation croissante les développements en cours en République du Niger depuis le mercredi 26 juillet 2023, marqué par le communiqué donc de l'état-major des armées annonçant la prise du pouvoir par le commandement militaire des forces armées nigériennes. La CEDEAO rejette avec la plus grande vigueur ce communiqué publié et condamne ce coup de force qui est, selon les chefs d'État de la CEDEAO, une violation totale des principes démocratiques qui fondent la gestion du pouvoir politique dans l'espace CEDEAO. La CEDEAO exige la libération immédiate du président Mohamed Bazoum, qui reste le président légitime et légal du Niger, reconnu par la CEDEAO. Et enfin, la CEDEAO renouvelle sa ferme opposition à tout changement du pouvoir politique par des moyens anticonstitutionnels. Exige enfin
le retour à l'ordre constitutionnel au Niger est sans un délai. Un communiqué donc signé par le président de la commission de la CEDEAO concernant la situation en République du Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Bonne fête d'Achoura.